signe de nouveau qu'il y a des personnes qui souhaitent participer. Donc comment, voilà, le CNEF sur sa partie orientation et information, on voit l'intégration des jeunes francophones en Israël. C'est vrai que la majorité des jeunes qui nous rencontrent sont des jeunes qui arrivent après 18 ans, une fois qu'ils ont terminé leur bac en France, qui intègrent soit un programme d'ALIA, mais pour la majorité des programmes Massa, qui sont des programmes, pour ceux qui ne connaissent pas, des programmes de, on va dire, de touristes ou d'essais, où où les jeunes ne prennent pas la nationalité, qui pendant un an, ça peut être un programme plutôt de Kodesh ou plutôt de préparation à l'armée ou préparation à l'université, aux études. Et après ce programme-là, pour on va dire 95% des jeunes, ou peut-être plus, ensuite font l'ALIA et viennent vivre en Israël. On va dire que la majorité des jeunes qu'on rencontre sont dans ce cas de figure. Mais voilà, de plus en plus ces dernières années, ben, on a on appelle des bnei olim, tout simplement, ou des personnes qui sont arrivées déjà à l'âge de 15 ans. Ouais, ça c'est bon. On reçoit donc des bnei olim, des jeunes qui sont arrivés, adolescents, qui, qui soit sont en train de passer un bac français en Israël, soit passent un bac israélien, et ensuite n'ont peut-être pas encore, on va dire, tout intégré, et les parents ont peut-être encore moins, les rouages du système de l'éducation supérieure en Israël. Et c'est pour ça que voilà, le but de la réunion, c'est surtout de vous informer pour savoir qu'est-ce qui attend a priori vos enfants là-dessus. Et s'il y a des jeunes directement qui nous écoutent aussi, ça les concerne encore plus. Donc, en général, comment on voit les choses? C'est qu'après 18 ans, bon, alors même si il y a peut-être des étapes qui vous concernent moins, parce que cette présentation, en général, je la fais plus à des groupes de jeunes Massa. Euh, on l'a fait en plusieurs étapes. La notion du timing et du temps d'intégration, c'est une des choses les plus importantes aujourd'hui à prendre en compte. C'est que la relation du jeune au temps par rapport à la France, il est complètement différent. Voilà, schématiquement, on reviendra après plus en détail, mais à 18 ans en France, on fait ses études, on termine son master à 22-23 ans et on rentre dans une boîte après son stage de fin d'études et voilà, et après on entame peut-être sa vie maritale et autres à partir de 22-23 ans. Et voilà, je fais un peu les extrêmes, mais c'est un peu comme ça que c'est conçu en France. Ici, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. On verra un peu les détails tout à l'heure. Après, évidemment, comment fonctionnent aujourd'hui les types d'études et les formations en Israël, de quoi on parle, quels sont les différents termes à connaître et les lieux d'études aussi. On entend parler des universités, on entend parler des michlalot, de quoi il s'agit exactement, c'est quoi la différence entre les deux. Ça, c'est des choses aussi euh, enfin, qui sont des bases de l'enseignement supérieur. Je ne reviendrai pas sur les droits d'un olé parce que concernant les droits, c'est relatif à chacun, ça dépend du temps d'arrivée, est-ce qu'ils sont arrivés avec les parents, etc. Donc il y a pas mal de choses qui vont changer là-dessus. Donc ce point-là, je ne vais pas trop y rentrer. Je vous donnerai juste peut-être quelques adresses euh, pour ce qui est en rapport avec le Minala Student Team, si ça peut vous concerner, parce que ça dépend du temps euh, depuis quand vous êtes arrivé en Israël, tout simplement. La notion de Mechina, qui n'est pas toujours claire, donc je ferai quand même un point là-dessus. On n'est pas toujours clair sur la Mechina. Après, un point sur le service militaire et civil, enfin, ou le Shirut Leumi, est-ce qu'on le fait avant ou après les études, des petites questions qui peuvent se poser, sans rentrer vraiment dans le détail, comme vous avez déjà eu des conférences là-dessus, mais vraiment des points rapides. Et voilà, et deux, trois autres petits conseils sur, sur le système de manière générale qui n'auront peut-être pas été dit durant le reste de la conférence. Donc voilà. La première des choses qu'il faut arriver à prendre en compte, c'est prendre son temps. Dans le sens où, voilà, sur le timing d'intégration, et pour prendre ses études, pour vous donner l'exemple d'un Israélien moyen, bon, voilà, il termine son bac, disons, à 18 ans. Il y a ceux qui vont rentrer à l'armée, mais pour une bonne partie, ils vont déjà prendre un an pour se préparer à l'armée ou se préparer ou faire un an de yeshiva pour ceux qui sont un peu plus pratiquants.
Et donc l'armée, déjà, elle commencerait qu'un peu plus tard. Ensuite, ils sont assujettis pour les garçons à 2 ans et 8 mois, donc presque 3 ans d'armée, les filles à 2 ans. Donc ça repousse encore l'entrée dans les études. Et après l'armée, on s'arrête un petit peu, on met de l'argent de côté parce que les études ne sont pas payées enfin, pour les Israéliens. Selon les endroits où ils veulent, selon les endroits où ils veulent étudier, ben, il va falloir débourser plus ou moins d'argent selon le lieu, plus les à côté. Donc des fois les familles, enfin souvent les familles ne peuvent pas toujours payer toutes les études. Donc les étudiants eux-mêmes vont se préparer et vont travailler aussi un an en amont pour essayer de provisionner un peu tout ça. Et donc, on se retrouve avec des jeunes qui commencent la première année d'études au plus tôt, ils ont 22 ans, quoi. 22, 23 ans, et encore, ça reste presque jeune. C'est vraiment les plus jeunes qu'on trouve dans la fac. Euh, Maintenant, il y a un point aussi essentiel, c'est que ce temps-là qui permet euh, de, de se construire dans la vie israélienne, de bien faire les choses, c'est que quand ils ont commencé des études, ils ne vont pas traîner à redoubler des classes. Dans la majorité des cas, encore une fois, euh, on sait quelles études on fait, on sait pourquoi on les a fait, on s'est donné les moyens de rentrer dans les études, on a fait le bon choix, on a réfléchi sur soi, on a fait des bilans de compétences, etc. Et quand ils commencent, en général, ils finissent. Contrairement des fois à la France où on va faire une première année de médecine, une première année de médecine, et ensuite une première année de droit, et encore une première année de droit, et puis finalement on va se retrouver après 4 ans après le bac, toujours en première année d'une autre fac ou un BTS ou une autre type de formation. Donc finalement, on n'a pas forcément gagné beaucoup en timing, mais on s'est pas forcément beaucoup construit parce qu'on a commencé quelque chose, on a arrêté, on a commencé, on a arrêté. Peut-être le manque de maturité, le manque de réflexion sur soi et de connaissances et de motivation sur ce qu'on veut faire plus tard. Alors que toutes ces expériences de vie qui ont lieu avant les études, elles permettent aussi un certain recul parce qu'à 18 ans, on n'est pas, c'est plus rare de savoir ce qu'on a à faire, quoi. Enfin, de savoir ce pourquoi on voudrait le domaine d'études ou le travail directement. Donc, c'est des notions qui sont à la fois à intégrer pour les parents, qui changent de système aussi, et à la fois pour les jeunes qui ont été, on va dire, éduqués jusque-là dans un seul et même système, comme vous avez appris à découvrir le système de santé, le système scolaire, le système du bac, etc. Enfin, toutes les administrations changent, et même si on aime beaucoup Israël, c'est ce qui creuse le plus gros fossé entre un Olé Hadash et et un Israélien, c'est cette différence de système, tout simplement, parce que l'attache à Israël, on ne va pas vous la donner, vous en avez fait l'épreuve en faisant votre alia, l'amour d'Israël, la langue, etc. Mais c'est beaucoup l'adaptation à chacun des nouveaux systèmes. Donc voilà, on est là encore pour parler du système des études, mais prendre son temps, c'est un des piliers de choses à faire avant de commencer les études. Donc, bon, ça, c'est des gros mots que j'ai mis pour donner des phases qui ne sont pas forcément à mettre en année, mais on va dire, comme je le fais un peu rapidement, la première année ou la première étape, c'est déjà surtout de bien apprendre l'ivrite. Alors, je pense que ça concerne moins probablement vos enfants parce que ça fait quelques années qu'ils sont là, et même si vous êtes au début, en tout cas, ne lésinez pas sur tout ce qui est cours d'ivrite en plus, des ulpanim en plus, enfin, insistez beaucoup parce qu'arriver dans un pays, on en arrive quasiment analphabète, donc c'est un peu dur. Le décalage aussi, il fait très mal de ne pas pouvoir s'exprimer comme il faut. Et on va dire les jeunes, en l'occurrence, c'est encore plus important parce que l'enjeu, c'est la construction de tout leur avenir. Maintenant, c'est vrai que s'ils étudient déjà dans des lycées en hébreu, qu'ils ont des cours d'ivrite, dans votre cas, ça sera peut-être moins problématique, mais c'est vrai que c'est une notion à prendre en compte, l'apprentissage de la langue. Euh, Est-ce qu'ils vont faire une préparation avant ou pas? On en parlera au moment quand je vais parler de la Mechina. Ensuite, pour vous concernant, le moment où on devient plus actif, c'est à partir du moment où on va rentrer à l'armée, où on va rentrer dans le monde du travail, on va rentrer dans le Shirut Leomi ou dans les études, on va commencer à faire quelque chose, pas seulement à recevoir l'ulpan et s'intégrer de cette façon-là. Donc c'est surtout un moment dans lequel on va
on va devenir vraiment actif dans ces démarches. Dans la vie en général, après 18 ans, ben, voilà, on prend ces marques-là. Et souvent, après quelques années d'Alia, ben, on devient soi-même un exemple. Et ça se fait beaucoup en Israël, c'est que il y a beaucoup d'associations qui fonctionnent comme ça, beaucoup d'organismes qui fonctionnent comme ça, on va dire comme le grand frère. Euh, on va essayer d'apporter sa force d'expérience pour aider des gens qui ont été dans la même situation. C'est un peu la culture israélienne du bénévolat, de vouloir aider, l'entraide. Et je pense que ça peut se passer encore plus pour des Olim. À partir du moment où on se sent suffisamment prêt, il ne faut pas le faire enfin, de manière trop tôt, prématurée, mais il y a un moment où ben voilà, votre enfant, après quelques années en Israël, après avoir passé l'armée, avoir commencé les études, ben, il sera lui-même prêt à aider, et surtout quand c'est localisé par ville, c'est encore mieux parce qu'on connaît les familles, donc il va pouvoir aider le fils du voisin, le fils de l'ami qui est dans le même groupe d'Alia, etc. Donc je pense que c'est encore plus vrai dans ce genre de contexte. Et il faut insister pour dire, ou encourager en tout cas, si vos enfants sont prêts à aider des personnes qui sont plus jeunes et qui sont dans le même cas, ou des gens qui vont arriver cette année, pour essayer de leur faire partager leur expérience. Toujours dans le timing, c'est toujours intéressant de connaître quelques moments phares du calendrier israélien. À savoir que, bon là je parle du programme Zéhout, ça vous concerne parce que, encore une fois, c'est une présentation que j'ai un peu plus pour des programmes Massa. Mais on va dire que ce qui est plus intéressant à savoir, c'est que en janvier, c'est-à-dire à partir de maintenant, on commence pour les filles à chercher, enfin, majoritairement des filles, on cherche le Shirut Leumi qui commence le 1er septembre, comme vous voyez ici. En général, c'est du 1er septembre au 31 août, c'est un an de Shirut Leumi. Pour les filles qui sont intéressées, vous avez eu la conférence. Mais ça commence à se chercher déjà maintenant, parce que des fois, sur certains Shirut Leumi, ben, ça demande des sélections, comme pour entrer dans des unités spéciales. Il y a des très bons Shirut Leumi qui demandent plusieurs entretiens, etc. Donc, ça commence à ce moment-là. Pour les inscriptions dans les universités, pareillement. Tout commence en janvier et ça finit pour les universités le 30 avril. Donc on a du 1er janvier au 30 avril pour être inscrit. On va dire les domaines qui sont les plus demandés se remplissent très vite. Après, tout le monde n'est pas forcément accepté. Donc c'est la différence qu'il y a entre inscription et acceptation. On va dire que quand on s'inscrit quelque part, en gros, on ouvre un dossier. C'est un peu ça le truc. On se réserve une place. C'est un point que je vais faire, c'est pas une digression, c'est un point qui est connu chez les Israéliens, c'est que ça s'appelle le Rishum, l'inscription. On paye des dmei Rishum, donc des frais d'inscription à la fac ou enfin dans un institut d'études. Ça nous réserve une place. Après, on n'est pas obligé de s'inscrire quand on a toutes les conditions demandées. Et souvent, on réfléchit à l'envers. On dit quand j'aurai les psychométries, quand j'aurai le niveau d'hybride, quand j'aurai tout le bac complet, quand j'aurai fait tout ça, alors je m'inscrirai. Non, il faut faire l'inverse. J'ouvre un dossier et je complète mon dossier avec les éléments demandés dans ce qu'on appelle les conditions d'admission, dont on va en parler après de quoi il s'agit, ces fameuses conditions d'admission qui peuvent être un peu sélectives, voire beaucoup sélectives selon les filières. Mais voilà, en gros, c'est important de comprendre qu'il faut s'inscrire. C'est pas non plus des petits frais. Les frais d'inscription, c'est relativement, enfin, c'est un peu cher quand même. C'est entre 350 et 500 shekels par lieu. Donc, si votre enfant veut s'inscrire dans 2 ou 3 lieux, en général, c'est ce qui se passe chez les Israéliens, on s'inscrit dans 3 endroits pour savoir où est-ce qu'on sera accepté d'ici là. Évidemment, pas par hasard, faut savoir qu'est-ce qu'on veut étudier, qu'est-ce qui nous correspond le mieux, etc. Mais si on trouve 2 ou 3 endroits qui nous correspondent, on va s'inscrire. Le petit truc en plus que tous les Israéliens, ça se ferme le Zoom là, tous les 40 minutes ou pas? D'après ce que je vois, j'ai eu une notification comme quoi ça va être fermé. Donc, si jamais, il faudra se reconnecter alors à ce Euh, moment-là.
Gamiliel, si Ouais. t'es sur du gratuit, ça se ferme au bout de 40 minutes. Ouais. Je sais pas, c'est pas le mien, c'est celui Oui, de oui, oui, Talora. c'est le mien. Et bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Des fois ça passe les 40 minutes. Ok. Bon, si Donc, jamais ça se passe, je suis désolé, mais il faudra se reconnecter. on va se reconnecter. Gamiliel, moi j'ai le Zoom Pro. Est-ce que tu veux que je te paramètre une classe Zoom Ouais, et les bah, 40 minutes? ça marche. Alors, si tu arrives à le faire, ouais, pourquoi pas, je veux bien. Ok, Ça ok. marche. Comme ça, on le fait après, si jamais ça déborde. Bon, après, je pense pas que ça va déborder autant, mais pourquoi pas. Euh, à ce moment-là, on enverra le lien sur le chat avant que ça ferme, là, d'ici. Ouais, si on peut l'envoyer dans les 5 minutes, comme ça, tout le monde pourra cliquer dessus et on se reconnecte sur l'autre Zoom. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui était important à savoir dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle les Yom Patouar, donc les journées portes ouvertes. C'est des choses que les Israéliens connaissent, mais en général, dans ces journées-là, ça vaut le coup parce qu'ils vont vous baisser les frais d'inscription tout simplement à 100 shekels, 150 shekels, enfin beaucoup, enfin un frais réduit. Et quand on s'inscrit dans 3 endroits, ben voilà, vous mettez un budget de 300 shekels, vous avez 3 endroits au lieu de payer entre 1000 et 1500 shekels, quoi, ce qui est quand même connu pour les Israéliens, pas forcément chez les Français ou chez les Olim. Donc à prendre en compte quand même, c'est important de le savoir. Donc voilà. Il y en a plusieurs pendant l'année, donc essayez de ne pas rater les journées portes ouvertes des différents lieux dans lesquels vous serez intéressé d'intégrer, enfin, ou que votre enfant sera intéressé d'intégrer. Ensuite, je vais parler un peu plus de ce que c'est les psychométriques tout à l'heure, mais les psychométriques, il y a 2 dates pour les passer en français, qui sont quelques jours avant Pessah, donc c'est fin mars souvent, fin mars, début avril, ça dépend, et la première semaine de juillet. Il y a ce qu'on appelle donc les psychométriques se font en français. Dans ces mêmes dates, je ne l'ai pas écrit ici, mais il y a ce qu'on appelle l'examen du Yael. Si vos enfants ont passé un bac israélien, il n'y en aura pas besoin. C'est un examen pour valider le niveau d'hébreu qui est demandé partout, qui peut être remplacé dans certains endroits par un autre type d'examen en ivrite, mais globalement, le Yael, c'est l'examen d'hébreu national. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est quand même des choses qui sont... ils se passent le même jour que les psychométriques. Les, Maintenant, le Yael, on peut aussi le passer début septembre, à part sans psychométrique. Ça peut être encore des sessions à faire avant la rentrée. Donc ça, c'est ce qui concerne la psychométrique au niveau du timing. Je ne vais pas vous parler de Mahal parce que, a priori, c'est pour des programmes qui sont pour l'armée non israélien. Et une date clé, c'est évidemment la rentrée universitaire qui a lieu après les fêtes. En général, ben, après Soukot, le dimanche après Soukot, souvent c'est la rentrée. Des fois, c'est un peu décalé selon les endroits, mais globalement, euh, tout ce qui a lieu avant les fêtes, c'est souvent des cours de préparation. Et je vais y venir aussi dans le point sur la Mechina, qui font partie des choses, des conditions d'admission, quoi. Donc, Gamiliel, ouais, j'ai mis le lien dans le chat. ouais, ah, j'ai vu. Alors, ce qu'on va, j'ai classé ces types de formations sur, comment ça s'appelle, on va dire par temps d'études. On va commencer par temps et par difficulté, on va dire. Il y a ce qu'on appelle des formations professionnelles, des cours SIM, qui peuvent se faire, ça dure entre 3 mois et 1 an. C'est pas des formations académiques. Il faut pas un gros niveau, soit le bac, soit le niveau bac. En général, on y a droit, ça dépend plutôt du ministère du Travail, Misrada Avoda, et moins du Misrada Chinour, donc du ministère de l'Éducation. Maintenant, c'est important de le savoir. Tout le monde n'a pas forcément un profil de vouloir aller étudier, faire des longues études, etc. Et pour autant, ça n'empêche pas de se construire un avenir en Israël comme il faut. Ces formations professionnelles peuvent servir à ça. Elles peuvent servir à faire une reconversion professionnelle un peu plus tard. Elles peuvent servir à apporter un complément de formation. Quelqu'un qui a fait, par exemple, je sais pas, des études d'informatique et qui a envie de faire une formation plutôt dans le graphisme ou d'avoir un complément, il peut aussi faire une formation dans le type. Ça, il y a des formations dans beaucoup de domaines. Il y a des centaines de formations
dans le coaching, dans dans l'informatique, dans les Tiolim. Enfin, vraiment, les champs sont très, très variés dans le sport et même voilà, dans les assurances. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de domaines d'application. Là-dessus, je ne vais pas beaucoup m'étendre, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des Teudat Handasai. Donc, dans le mot Handasai, comme vous entendez, il y a le mot Mehandes, enfin Handasa, c'est-à-dire ingénierie. On va dire que c'est ce qu'on pourrait appeler des techniciens supérieurs de l'ingénierie. C'est-à-dire, en France, on connaît les BTS, des brevets de techniciens supérieurs, mais il y en a 250 en France. On peut faire des BTS de coiffure, on peut faire des BTS d'immobilier, etc. Ce n'est pas du tout le cas ici. Ce genre de choses se retrouveront plutôt dans les formations professionnelles, alors que voilà, la Teudat Handasai, c'est quelque chose qui est vraiment relatif à... les Teudat Handasai sont plus relatifs voilà, à l'ingénierie. Et pour vous donner un ordre d'idée, si on prend par exemple un ingénieur en génie civil qui construit des bâtiments ou des routes ou des choses comme ça, le Handasai doit être comme en mesure de lire les plans de l'ingénieur et le mettre en application. C'est ce qu'on pourrait appeler le chef de chantier. Donc aujourd'hui, selon les différents domaines d'ingénierie, il y a des Handasai en chimie, des Handasai en bâtiment, il y a des Handasai dans tous les domaines. Et dans tous les domaines d'ingénierie qui peut exister, ça peut être en appareillage médical, ça peut être comme je l'ai dit, en chimie, ça peut être en informatique, évidemment, en physique, en mécanique, etc. Donc, ils ont une vocation à être vraiment la cheville ouvrière de celui qui lit les plans de l'ingénieur qui, on va dire, l'inventeur ou le concepteur d'un nouveau modèle, et le Handasai va le mettre en application on va dire, dans la production, dans la mise en place, dans la réalisation. Donc, c'est très demandé aussi en Israël. Un avantage, ça dure en général 2 ans. Parfois, certains durent 3 ans. C'est des métiers qui sont reconnus évidemment par le ministère du Travail et qui sont en partenariat aussi avec je ne rentre pas dans les détails du ministère comment ça s'appelle ministère de l'Éducation, parce que c'est en rapport avec la suite, si on veut, du bac. Mais en gros, il n'y a pas de sélection à l'entrée, si ce n'est d'avoir le bac. Et ceux qui n'ont pas le bac et qui ont terminé quand même qui sont arrivés jusqu'au niveau bac, ils peuvent avoir une mise à niveau, on en reparlera dans la Mechina tout à l'heure, pour pouvoir intégrer ensuite des écoles de Handasai. Une des écoles de Handasai très connue à l'international même, c'est l'ORT en Israël. L'ORT, il y a des lycées professionnels de l'ORT et il y a ce qu'on appelle des Michlalot, donc des écoles de Handasai qui sont sous le nom de l'ORT. Après, ça se fait dans d'autres endroits, sans rentrer dans les détails de toutes les écoles maintenant, mais pour vous donner un ordre d'idée, des Teudat Handasai, il y en a une quarantaine, c'est pas non plus énorme, et souvent, on peut les regrouper par type d'ingénierie. Donc, ça fait plus beaucoup, il n'y a pas énormément de possibilités. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choix, contrairement au BTS en France, où, comme je disais, il y a plus de 250 BTS en France, quoi. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de conditions spécifiques pour rentrer. À partir de la licence, de ce qu'on appelle en hébreu le Toar Rishon, on rentre soit en université, soit en école, les Mechlalot. Ça, c'est la diapo d'après pour expliquer la différence. On étudie donc une licence qui dure 3 ans, comme en France, le système LMD, la licence, master, doctorat. Donc, on est sur le même modèle ici. Licence, donc 3 ans. Maintenant, en Israël, il y a des licences qui durent 4 ans, comme les licences d'ingénieur, comme les licences d'infirmière. Il y a même une licence qui dure 5 ans, qui s'appelle la licence d'architecte, et elle dure 5 ans. On étudie 5 ans, mais on a quand même une licence, un bachelor en architecture. Donc, c'est juste à savoir que ça peut être plus que 3 ans, quoi, tout simplement, dans certains domaines. Pour rentrer dans une licence en Israël, c'est là où se fait la sélection. Ça peut être évidemment le bac, le niveau du bac. Pour les bacs israéliens, le nombre de yechidot, le résultat, la moyenne générale.
ça demande en général les psychométriques, mais pas toujours. Il faut voir, ça dépend des lieux, ça dépend les filières qu'on demande. On va vérifier via les psychométriques ou un autre examen le niveau d'anglais qui s'appelle le AMIR ou le AMIRAM. Le niveau d'hébreu pour ceux qui ont passé un bac étranger, s'il y en a qui passent un bac français, genre un bac S ou ES ou autre, il faudra prouver aussi son niveau d'hébreu. Et après, il y a d'autres types d'examens selon les filières. Par exemple, en architecture, encore une fois, il y a un examen spécifique. Désolée, Ouais. je crois qu'il y en a qui ne sont pas encore entrés et qui attendent sur le. Ils ont envoyé un message WhatsApp sur le groupe. Alors, j'ai personne dans la liste d'attente là. Donc, ils se sont trompés. Il faut leur donner le bon lien. Ok, je leur envoie. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas le lien. Ils doivent avoir le mauvais lien. Ils n'ont peut-être pas compris que c'était dans le chat, qu'il y avait un nouveau lien. Ils ont dû recliquer sur le même. Alors. Il y a Sam, il est rentré parce qu'apparemment, lui aussi. Sam, non. Moi, j'ai paramétré sans mot de passe, c'est surprenant. Apparemment, ni Sam. Ils n'ont pas le bon lien, alors on va juste mettre. J'ai remis le lien, Talora, dans Netivote à la française. C'est ce que je leur ai envoyé, mais apparemment, ça ne marche pas. Comment? Alors, il est où le lien? Non, c'était un peu long, c'est tout. C'était juste un peu long pour rentrer, mais ça marche. Parce qu'il demande plein de. Il y a plein de barrières à passer. On pose 2 secondes pour le truc. Je vais juste voir quelque chose. Comment on peut inviter? Là, tac, tac, tac. Il est où le lien du Zoom? Non, il n'est pas là. Je crois que je l'ai là. Une seconde. Ah, il est là. C'est celui-là. Je vais essayer de le... C'est où le chat? Je le remets là, le lien du Zoom, s'il y en a qui veulent le recoller. Enfin, le copier-coller à des personnes sur WhatsApp ou autre. Le faire suivre. Voilà. Et donc, cette histoire. Ouais. Cette histoire de mail. Bon. Je pense qu'on peut... Bon, on continue ou il y a encore des personnes à attendre là? Non, attends, parce qu'il y a quand même 4 personnes là, qui sont en train de... Ok, ça marche, alors on attend, pas de souci. Donc, je vais mettre pause sur l'enregistrement. Attends, Thierry, est-ce que tu peux voir? Parce qu'il y a Léusan, les parents, et il y a Sam Kadosh aussi qui n'arrive pas à rentrer. C'est surprenant parce que regarde, t'es rentré, bon, est rentré, je suis rentré là. Ethan est rentré, on est tous rentrés, enfin, Gamliel est rentré sans mot de passe, sans email, c'est assez surprenant. Ils ont peut-être pas juste le bon lien. Renvoie le lien là que j'ai mis dans le chat. Tu peux renvoyer le lien court parce que moi je peux pas, c'est sur l'ordinateur. Ah. Moi je suis rentré, mais je suis rentré par Zoom, mais bon, ça a marché pas sauf. Mais au début, on n'arrivait pas à rentrer. Ouais, c'est surprenant, c'est surprenant. Salomé non plus, elle n'est pas réussi à rentrer. Ah, bah, bon. Alors, attends. Bon, mais si la majorité des parents sont là, alors c'est bon, quoi. Si tout le monde est là. Il y a 3 couples qui... Ah, d'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pas... Il fallait mettre le lien sur un navigateur par défaut, et ensuite la page d'accueil de Zoom, elle te propose d'ouvrir l'application Zoom. Et c'est comme ça que, tu dois rentrer. Parce que sur l'autre réunion, le lien Zoom, c'était un lien vers le site. C'était pas un lien comme on envoie sur les groupes. Ah. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à rentrer. Ah, il faut le mettre dans le navigateur en fait. Ok. Ouais, c'est ce que moi j'ai fait parce que je suis sur l'ordi, mais
En fait, il faut leur dire qu'ils le mettent dans Chrome, qu'ils collent ça sur une page, comme une page Internet. C'est bon, donc ça continue à enregistrer. Ouais, c'est bon. Donc j'en suis où? OK. Bon, au pire des cas, ils reprendront les quelques minutes qu'ils ont ratées pour le début. Donc en gros, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que le taux Harrison, donc pour rentrer dans le système de l'éducation supérieure, il y a des sélections. En France, des fois, on rentre, par exemple, en première année de médecine sans problème, mais le concours a lieu après la première année. Ici, ils ne remplissent pas les bancs pour rien et avoir des gens qui redoublent et avoir 90% de gens qui échouent et payer les frais d'études parce que l'État participe pour des étudiants. Donc non, avant de rentrer dans le système de l'éducation, on sélectionne. La sélection se fait donc bac, psychométrique, anglais, et des examens spécifiques selon les filières du type l'examen d'architecture, des examens pour dentistes, examens pour médecine, etc., qui sont durs, effectivement très sélectifs, et donc dans lesquels il faut se préparer. Il y en a qui prennent même 1 an pour se préparer ou plus, et voilà. Les masters, je vais rentrer un peu moins dans le détail, mais globalement, pour rentrer dans un master en Israël, il faut avoir 80 de moyenne à la licence de manière générale. Il faut avoir son niveau d'anglais qui est validé. Souvent, c'est que des entretiens, mais pour des MBA, par exemple, en business ou des TOEIC en psychologie, etc., ils vont vous demander des examens complémentaires qui sont quand même soutenus, du type le GMAT pour les MBA, c'est un examen en mathématiques qui est un peu corsé. Et le test, par exemple, du GRE, le GRE, c'est un examen international sur le niveau à la fois de culture G, des fois spécifique à la psychologie pour la psychologie, mais des choses qui peuvent être demandées pour les entrées en master selon les niveaux. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, je reviendrai un petit peu sur la fin, c'est que en Israël, le modèle, c'est surtout on rentre en licence, on travaille et on fait les masters plus tard. C'est-à-dire les masters sont sur le modèle en France, si vous avez connu, de la formation continue. C'est-à-dire qu'en général, les gens qui sont en master ont déjà entre 30 et 50 ans, ont déjà une expérience de travail, ont déjà eu une vraie expérience professionnelle significative, et ça leur permet de s'enrichir au niveau du contenu, de se spécialiser, et surtout de gravir les échelons dans leur entreprise. Souvent, des fois, c'est le patron qui va lui donner une disposition parce qu'on a cours 1 fois par semaine, 1,5 fois par semaine dans les masters, et le reste du temps, on travaille dans son entreprise. On a juste une disponibilité de la part du patron pour aller étudier. Donc, c'est vraiment sous les modèles de la formation continue. Ça n'existe pas, les masters en formation initiale, bon, sauf médecine et dentiste, dans lequel, pour avoir le titre de médecin, il faut avoir terminé son master. Mais hormis celle-là, il n'y a pas beaucoup. Enfin, voilà. Ce n'est pas des jeunes de 22, 23 ans, 25 ans qui rentrent dans les masters. Et ce n'est pas le master qui va vous donner un travail, c'est la licence qui donne un vrai travail. Et ensuite, le master qui viendra probablement vous aider à gravir les échelons, mais vous ne rentrerez pas cadre si vous enchaînez licence-master et ensuite directement au travail de cadre. Ça ne marche pas. C'est l'expérience plus le diplôme qui permettront d'avancer dans les échelons d'une entreprise. Je n'ai pas parlé des Toar Shlishi, donc c'est ce qu'on appelle les doctorats, pour ceux qui vouent plus une carrière à l'enseignement, à l'université, à la recherche. Voilà, ça existe aussi en Israël, évidemment, avec des pôles de recherche très avancés dans beaucoup de domaines, les neurosciences, la biotechnologie et autres. C'est quand même des domaines qui sont quand même en fer de lance dans le monde israélien de la recherche. Je ne ferai pas un exposé là-dessus, mais il y a de quoi faire quand même en poussant des études de doctorat et faire prof à la fac, prof dans des écoles et autres. Avec le travail, on va dire, d'enseignants-chercheurs et consultants extérieurs, principalement sur des domaines de recherche qui le concernent. Donc ça, je ne l'ai pas écrit ici, mais donc c'est le Toar Shlishi, le troisième Toar, le doctorat. Maintenant, un point important de ce qu'on pourrait appeler la différence entre Mirklalot et université. Donc, les universités en Israël, il y en a 7, je dirais 8, mais je vous expliquerai après pourquoi il y en a une 8e. Donc, il y a l'université de Haïfa, il y a le Technion,
l'université de Bar-Ilan, l'université de Tel Aviv, l'université d'Ariel, l'université de Jérusalem, l'université de Ben Gurion. Ça, c'est les universités qui existent en Israël. Maintenant, il existe ce qu'on appelle l'université Aptucha, qui est un peu un cas particulier, qui est reconnue totalement comme une des universités en Israël, mais qui demande, comme son nom l'indique, Aptucha, c'est l'université qu'on pourrait traduire ouverte. Il n'y a pas de sélection, on ne peut pas étudier tous les domaines, mais les domaines qui sont dispensés là-bas, on y rentre sans condition du tout d'admission. Et les personnes étudient un peu à leur rythme. C'est des gens qui, des fois, travaillent, ont besoin de travailler, mais et qui ne peuvent pas assumer de faire, par exemple, un Toar Rishon, donc une licence en 3 ans. Ils vont l'étaler sur plusieurs années, par exemple 4 ans ou 5 ans, et ils vont valider les choses matière par matière en se disant, bah, ce semestre-là, j'ai le temps pour réviser 2 matières, je fais 2 matières, le semestre d'après, un peu plus, etc. Donc, en fait, ils font des cours à la carte, tout simplement. Et ça, c'est l'université Aptucha. C'est pour ça que je ne l'ai pas vraiment considéré là-dedans, parce que ce n'est pas un modèle qu'on connaît beaucoup en France. Il existait en France ce qu'on appelait l'université populaire, de ce que moi j'ai connu en tout cas, où on pouvait prendre des cours comme auditeur libre et ce genre de choses, mais ça ressemble un peu à ça. Mais là, ça dispense vraiment un TOAR, quoi. Ça un vrai diplôme, une vraie licence, quand on a validé les matières qui sont requises dedans, seulement on va sourire. Les Michlalot, on pourrait traduire les Michlala comme une école supérieure. Alors, en général, il y a plusieurs sortes de Michlalot. Il y a des écoles supérieures de gestion ou de business. Il y a des écoles supérieures d'ingénieurs. Il y a des écoles supérieures d'éducation. On va dire que c'est les 3 gros types d'écoles qui existent. Après, il existe des écoles qui ont un domaine en particulier. Par exemple, je vous donne à Jérusalem la Michlet Hadassah. Qui avait à la base un domaine qui était plutôt de l'ordre des sciences scientifiques, un peu de paramédical, mais ils ont ouvert, avec le temps, ils ont le droit légalement d'ouvrir d'autres chougim, d'autres types d'études, comme comptabilité, comme calcala, comme économie, business. Ils ont ouvert d'autres filières et donc, ça devient plus des Michlalot qui sont polyvalentes. Mais il ne faut pas oublier que des fois, elles viennent quand même d'une spécialité qui était leur base de sciences. La différence principale entre les universités et les Michlalot, il y a plusieurs différences comme vous les voyez écrits, c'est qu'une université, elle a quand même vocation à toucher à tous les domaines. Ce n'est pas spécialisé par domaine. C'est-à-dire que vous allez trouver des départements d'ingénierie, vous allez trouver des départements de sciences exactes, de sciences humaines, de sciences sociales, de sciences médicales. Vous allez trouver, et dans ces domaines-là, toutes les facultés qui peuvent avoir dedans, l'agroalimentaire et la philosophie et l'histoire de l'art et tout ce que vous voulez. Donc les universités sont très très larges, contrairement aux Michlalot qui ont en général un domaine spécifique. C'est une des choses importantes à savoir. Les Michlalot ont pour vocation à former les gens au travail, principalement. Donc, ils vont leur donner un Toar Rishon, donc une licence dans un des domaines. Certaines proposent aussi quelques Toar Sheni, c'est-à-dire quelques masters, mais ce n'est pas leur gros domaine. Ils en ont. Des fois, il y a même des Michlalot qui ont pris vraiment des bonnes réputations avec certains masters qui sont très, très pointus et très bons. Mais généralement, la grande majorité, c'est de donner un Toar Rishon. Les universités, comme on connaît, le but, c'est aussi de créer de la recherche, de créer de la connaissance, de créer des chercheurs. Donc, les universités se différencient et font leur cotation, même au niveau international, grâce à leurs publications. Donc, avec leur Toar Sheni, tous les gens qui vont faire beaucoup de masters et surtout les doctorats. Donc, on ne retrouvera aucun doctorat en Michlala, mais on retrouvera beaucoup de Toar Sheni, de Toar Shlishi dans les universités. Donc, les universités en Israël, elles sont plus anciennes. Il y en a même qui dépassent largement, voire qui ont le double d'années de l'État d'Israël, enfin presque le double, peut-être pas 70, mais bon, qui ont plus d'une centaine d'années. Et donc, elles ont quand même une grosse assise au niveau national et international, une énorme place dans la société, dans les mentalités, dans les structures culturelles et autres en Israël. Et donc, elles se permettent aujourd'hui d'avoir des conditions drastiques et très sélectives.
elle s'ouvre un petit peu, mais bon, faire bouger des gros dinosaures, c'est jamais évident. Et les Michelot, en général, ont des conditions plus light. Donc, pour vous donner des exemples, par exemple, économie, Kalkala, qui est quand même un domaine très prisé en Israël. Pour entrer à l'université, il faut des gros psychométriques en général, dans les 600, 650 parfois. Et il y a des Michelot qui acceptent avec des psychométriques à 500 ou pas de psychométriques, etc. Donc, il y a des fois des domaines qui sont vraiment beaucoup plus ouverts dans les Michelot et qui n'empêchent pas aux gens justement de bien réussir. Ça permet de donner une chance de rentrer dans un domaine pour lequel on n'était peut-être pas accepté à l'université, mais qui lui permettra de rentrer dans une école. Au niveau social, on va dire que il y a plus d'autonomie et c'est plus anonyme d'être à la fac, enfin à l'université, parce que l'université en moyenne, c'est de l'ordre de 20 000 étudiants par université, alors qu'une Michlala, c'est entre 1000, 2000 étudiants en tout et pour tout dans un campus, donc c'est beaucoup plus convivial. Il y a plus de proximité avec les profs en général, les classes sont plus petites et donc il y a plus de suivi et d'encadrement. Maintenant, selon les profils et les personnalités, il y en a qui adorent l'un et qui détestent l'autre et inversement, quoi. Il y a des gens qui ont besoin justement de se sentir plus autonomes, de ne pas avoir toujours des gens sur le dos. Voilà, donc c'est un peu des points à connaître. Les universités, quand on est au Lechadash, donc je ne vais pas rentrer dans qu'est-ce qui est vos droits aujourd'hui, quels sont vos droits, parce que je ne connais pas vos timings d'intégration, et encore, ça dépend du ministère de l'intégration. Donc je pense que votre projectorite saura faire le lien plus en. Saura mieux faire le lien que moi avec le Misrad Aklita. Et donc, en gros, pour ceux qui sont Zakai, donc qui ont le droit à ça, elles sont remboursées à 100%. Maintenant, les écoles Michelot, elles peuvent être plus chères, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui sont... Attendez une seconde. Il y a des écoles qui sont... Alors, juste pendant ce temps, je précise, les lois ont changé au niveau du ministère d'Aklita pour la Zakaout, enfin pour savoir pour les études universitaires, c'est moins de 5 ans. Ça veut dire que c'est dans les 5, vous avez le droit au 100% de prise en charge dans les 5 ans qui suivent la date d'Alia. Donc ça, il faut savoir. Ah, super. Ça a changé. Avant, c'était un peu plus d'années, c'était 7 ans. Et là, ça a changé, ça fait quelques années, c'est passé à 5 ans. Ah ouais. Ça veut dire que nos enfants, une fois qu'ils auront fini l'armée, ils auront dépassé le temps, quoi. La date, elle sera périmée, quoi. L'armée, ça gèle les droits. Hein. Ah, l'armée, ça gèle les droits. Ok, d'accord. Donc ça, après, il faut calculer au cas par cas. Est-ce qu'une Mechina, ça gèle les droits? Non, ça dépend. Ça gèle aussi? Non, pas toujours. À mon avis, non. Mais il faudrait le prendre en amont, demander si ça se joue à quelques mois, ça peut être entre guillemets négociable, mais il faut le prendre en amont. Oui, il y a beaucoup de cas par cas. Par exemple, je sais qu'il y a une Ola Hadasha où la Mechina a été considérée comme une des années de la licence de son Torah. D'accord. Donc, ça dépend vraiment. Exactement. Ça dépend vraiment, mais voilà, c'est quand même un laps de temps à savoir quand, par exemple, il y a beaucoup de jeunes après l'armée qui aiment bien aller faire des voyages, etc., et aller en vacances. Enfin, il faut que les enfants Olim doivent savoir qu'ils ont un temps défini quand même pour avoir cette zakaout. Et Talora, la loi, ce que tu viens de dire, c'est à effet immédiat, effet rétroactif, même pour ceux qui sont là depuis 3-4 ans et qui ont des droits gelés. C'est-à-dire quelqu'un qui est là depuis allez, admettons, qui est là depuis 5 ans, qui a fait une Mechina pendant 2 ans ou qui est à l'armée, il est... L'armée ne compte pas, donc en fait, tu enlèves les années de l'armée. Donc, s'il a fait 2 ans d'armée, il y a 2 ans moins. Donc, il a que1 an, en fait, d'aléa. Ouais. Ça, c'est effectivement à voir au cas par cas. Et dans les cas où vous êtes, comme on dit, Gvouli, vraiment limite, je pense que
ça vaut le coup d'essayer de demander, de justifier, de faire, s'il faut, une vada tirurim, faire appel pour voir, pour expliquer les contextes. Mais c'est important d'essayer de rentrer dans ce temps de zakaout pour pouvoir commencer les études. C'est vrai que c'est important de le faire. On a malheureusement des fois des cas où c'est pas du tout rattrapable parce qu'ils ont dépassé de trop. Quand c'est à quelques mois, ça peut être encore parfois faisable. De ce que je voulais dire, c'est que dans le cas d'une mikhlala, par exemple, elles sont pas toujours plus chères. D'accord? Il y a des mikhlalat qui sont en partenariat. On pourrait appeler ça des écoles semi-publiques ou semi-privées. Et donc, elles appliquent ce qu'on appelle le srar universitaï, c'est-à-dire le prix universitaire. D'accord? Donc, elles ont le même coût. En gros, une année universitaire, quand on est israélien, c'est 10 000 shekels à peu près. 10, 11 000 shekels, ça dépend des années. C'est quelque chose qui est acté chaque année. Mais ça ne dépasse pas ce prix-là. Et donc, une mikhlala, il y a des mikhlala qui sont assujettis à appliquer ce même tarif parce qu'elles reçoivent des subventions d'État. Il y en a d'autres qui ne sont pas subventionnés et donc qui peuvent appliquer des tarifs plus chers, mais ça n'empêche pas que si par exemple ils appliquent 20 000 shekels l'année, eh ben, elles sont quand même reconnues et dans leur diplôme et par le Conseil de l'enseignement supérieur. Et donc la différence, en gros, vous aurez quand même l'aide des 10 000 shekels, mais la différence sera pour vous. C'est-à-dire que si c'est 15 000 shekels, il y aura 5 000 de différence. Si c'est 20 000, ça sera 10 000, etc. Donc ça, c'est quand même aussi à prendre en compte parce que des fois, on peut être accepté quelque part avec une bourse, celle du Minas Studentim. Des fois, il peut y avoir des bourses complémentaires à l'école. Il faut se renseigner chaque école avec ses politiques de financement ou d'aide ou de soutien. Donc, à vérifier avec chacune des écoles. Mais voilà, des fois, ça peut être cher, mais il ne faut pas toujours mettre... faut vérifier aussi des fois les conditions internes qu'ils ont. Voilà en gros les différences entre école et Michlalot et université. Maintenant, donc comme je vous disais, ceux qui financent dans le Misrad Aklita, dans le ministère de l'intégration, c'est la partie des étudiants qu'on appelle le Minala Studentim. Donc on n'a pas encore fait l'ALIA, c'est ACFR. Sinon, après ça dépend de la ville. Là j'ai marqué JR Students, mais parce que ça c'est Jérusalem Student, mais ça peut être à Tel Aviv, c'est TA Student, et ça dépendra de la ville dont vous dépendez. Mais ça, je laisserai la projectorite vous donner les bons contacts du Minala Student Team dont vous dépendez. Voilà, donc ça c'est juste un des exemples. Il faut savoir... Pardon? Nous, c'est Beersheba. Ah, c'est Beersheba. Alors, je crois que ça dépend de Jérusalem, le district de... le Mahroz Jérusalem Beersheba, il est dans le même... je ne sais pas comment ils ont réparti leur truc, donc ça doit être la bonne adresse. En tout cas, il y a aussi... Bon, l'Ulpan, vous avez dû déjà le faire pour la majorité d'entre vous. Maintenant, ce qui serait à vérifier, pour ceux qui auraient du temps, soit avant l'enrôlement à l'armée, soit après l'enrôlement et en attendant les études. Et après, il faut voir votre Zakaout, mais à mon avis, ils ne seront pas réticents à ce que vous le fassiez parce que c'est un programme qui est très intéressant, ça s'appelle TAKA, c'est Tortnit Gdam Academy. C'est en gros un Ulpan préuniversitaire. Ça veut dire que c'est un Ulpan qui va mettre la barre, il faut rentrer avec un niveau guimel minimum. Même pour des Olim Khadashim qui ont passé un bac israélien, ça leur apprend comment ça s'appelle ? Ça leur apprend à faire des rédactions en hébreu, ça leur donne à faire des présentations, à utiliser Word, Excel, PowerPoint et tout ça en hébreu. Ça leur donne des cours de maths en hébreu, ça leur donne des cours d'options du type sciences sociales ou des cours de sciences dures, sciences exactes en hébreu. Enfin, ça les introduit vraiment à leur futur monde académique. Ça dure 5 mois. Il y en a 3, Tel Aviv, Jérusalem et Ashkelon. Ils ont des dates différentes, mais c'est important de savoir qu'il existe parce que, bon, voilà, on n'est pas toujours très informé de ce truc-là, surtout au début quand on arrive avec principalement l'ALIA de groupe. On est moins concerné par ce programme-là, contrairement aux jeunes qui font leur ALIA directement. Mais c'est quelque chose qui peut correspondre à 5 mois qu'on a peut-être en latence entre l'armée et les études ou entre la fin du bac et les études. Donc, voir si on peut y rentrer. Ça vaut le coup de se renseigner sur les dates. Ça, je pense que la projectorite pourra vous les trouver sans aucun souci ou votre conseillant ALIA chez vous. Maintenant, comme je l'ai dit, je vais parler de la préparation, la Mechina, qui est une notion, peut-être que certains connaissent déjà. Ceux qui ne connaissent pas, je vais en faire un peu un topo
pour que ça soit plus clair. Donc, mechina du mot léachin, quoi, préparer. Donc, quand on se prépare, on peut avoir des mechinot qui sont ce qu'on appelle gdam tzvayot, donc pré-armée, on se prépare à l'armée, on se prépare à beaucoup de choses en Israël, donc il y a ce qu'on appelle des mechinot. C'est une notion qui existe dans beaucoup de choses. Maintenant, la mechina pour les études, elle se fait, on va dire, en un mot, c'est c'est des examens qui vont permettre de remplacer la note du bac, qui permet ensuite donc de rentrer à la fac. La note de la mechina permet de remplacer certaines notes du bac pour rentrer, pour être prise en compte dans l'entrée à l'université ou dans des écoles. Comment ça fonctionne? C'est un programme donc, qui existe pour les Israéliens, qui se fait en hébreu. Principalement, la base, c'est constitué de maths et d'anglais. Quelqu'un qui aurait fait un bac de Olé Hadash avec malheureusement des mauvaises yéchidotes ou pas, je ne dis pas mauvais, c'est un mauvais terme, mais avec des petites yéchidotes en maths et en anglais, il a peu de chances de se faire accepter dans des études supérieures en Israël, malheureusement. Donc, soit il a eu le temps de compléter son bac, ou alors il a l'option, mais compléter son bac, c'est encore je pense que vous aurez quelqu'un qui vous a déjà parlé ou qui va vous parler du bac israélien, si ce n'est déjà fait, ou vous êtes déjà encore plus au courant que moi, comment on peut compléter des yéchidot si on passe un bac israélien. Mais voilà, sans rentrer dans ce cadre-là, on sort du bac, on n'a pas le bac qu'il faut ou qui est requis pour rentrer dans la filière qu'on a envie. Alors, l'institut lui-même, en général, propose de faire une mechina qui peut durer 1 an, qui peut durer un semestre, donc 4-5 mois, qui peut durer 3 mois, ou qui peut être ce qu'on appelle des courses kites ou des courses de Hashlama, c'est-à-dire des cours complémentaires, des cours de Mechinot, mais de 1 mois. Donc, selon le niveau du bac, selon le profil des résultats du bac principalement, on va vous proposer ou pas de faire une Mechina. Donc, c'est une Mechina qui va avoir lieu en hébreu. Quelqu'un qui n'a pas fait de physique au bac et qui veut rentrer en ingénierie, par exemple, ils vont lui demander un cours de physique. Il n'a pas eu un bac, on va faire physique, maths, anglais, pendant 3-4 mois, peut-être 1 an si vraiment il n'est pas assez bon en maths, enfin, selon le niveau qu'il a eu. Et à ce moment-là, s'il valide la Mechina avec les cours qu'il faut, avec les notes qu'il faut, ben, on ne prend plus en compte son bac, on va prendre en compte sa Mechina. Donc ça, c'est évidemment, plein d'Israéliens font ça, parce qu'ils quand ils passent le bac, ben, ils ne réfléchissent pas forcément toujours à la suite, ou pour diverses raisons, ils ont décidé de passer un type de bac et pas l'autre, etc. Donc l'un dans l'autre, ils disent, bah, finalement, je ferai une Mechina, et puis ça sera très bien. En général, quand on a fait l'armée et le Shirut ou le Shirut Leumi, on se fait payer cette Mechina, elle est prise en charge. Donc ça c'est le Misrad HaBitachon qui paye la Mechina. Donc ça, c'est aussi important à savoir. Parce que sinon, ça peut revenir un peu plus cher qu'une année d'études quand même. Si c'est 1 an, ou si c'est 6 mois au prorata, ça reste quand même cher. Et voilà. Donc ça, c'est la Mechina. Maintenant, il existe ce qu'on appelle la Mechina des Olim. Alors ça, c'est le même principe que ce dont je vous ai parlé. Sauf qu'en plus des cours qu'on a mis dedans, il y a des cours d'Ulpan. C'est-à-dire qu'en plus, il y a des cours d'ivrit universitaire. Donc, en gros, sur l'anglais, les maths, les matières scientifiques ou sociales, ou les matières qu'on doit se préparer avant de rentrer dans la première année et d'avoir sa moyenne, on rajoute des cours d'hébreu, évidemment, pour avoir le niveau d'hébreu nécessaire. Cette Mechina pour Olim, il en existe 2. Une à Bar-Ilan, à l'université de Bar-Ilan, et une à Jérusalem, à l'université de Jérusalem. Il faut savoir que depuis pas longtemps, ça fait 2 ans, 3 ans à peu près, qu'il y a ce qu'on appelle le Yichud HaMechinot, ça veut dire que quand on valide une Mechina dans un institut, pour les universités, elles sont reconnues partout, dans le sens où la note de la Mechina de l'université de Jérusalem pour Olim, elle sera validée au Technion et ailleurs, dans les autres universités, et a fortiori, je dirais, dans les Michlalot, donc dans les écoles. À l'inverse, si on fait une Mechina dans les Michlalot, parce que chaque école propose sa Mechina, toutes les Mechilot, elles vont reconnaître la Mechina si elle concerne le domaine. Par exemple, si je fais une Mechina d'ingénieur et que je veux rentrer en Chinour, ça va poser problème. Ou inversement, j'ai fait une Mechina pour me préparer à rentrer dans des études d'éducation et je veux rentrer dans une école d'ingénieur, ils vont dire, bon, c'est bien beau, mais ce n'est pas les matières qu'on demande.
Mais si on a fait une méchina d'ingénieur à tel endroit et qu'on va rentrer dans une autre école d'ingénieur à tel endroit, les méchinotes se reconnaissent entre elles par rapport aux matières qui sont enseignées, qui sont en général les mêmes. Donc ça c'est aussi intéressant à savoir. Voilà, comme je vous dis, la durée, elle est variable. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 semestres dans une année universitaire, ça peut être 1 semestre, ça peut être 3 mois. Et quelquefois, c'est juste un cours où ils vont vous demander, ah, on a vu ton bac, finalement, tu as juste besoin de prendre un cours de maths avant la rentrée pendant 1 mois pour te remettre à niveau parce que c'est très bien tout ce que tu as fait, mais finalement, il te manque juste le niveau en maths. Ou inversement, tu as des très bons résultats, mais tu n'as jamais fait de physique. Donc, fais un cours de physique avant de rentrer ou un cours de X, Y ou Z, quoi, selon ce qu'on veut étudier. Voilà, donc ça c'est la notion de la méchina qui se fait en général avant la rentrée universitaire. Après les questions, je ne sais pas si je vais rentrer là-dedans, je pense pas trop. Sur le service militaire et chez Oklumi, vous avez eu des conférences. Parce que je ne connais pas votre statut à chacun. L'armée, de toute façon, Mahal, si vous avez fait votre alia, vous pouvez parce que c'est un truc pour les gens qui prennent pas la nationalité. Après, ceux qui ont fait leur alia, vous allez être appelé à l'armée. Maintenant, il y a une possibilité quand même, c'est de dire. Après, c'est votre temps c'est encore en fonction du temps par rapport à votre temps, excusez-moi, votre date d'arrivée en Israël. Vous avez le droit, c'est un droit de faire Atoudat Olim. Alors ça, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes arrivé. Si l'enfant il est arrivé à 17 ans, c'est possible. Maintenant, s'il est arrivé à 15 ans, je crois que c'est plus possible. Donc ça, c'est à vérifier. C'est un droit du Olé Khadash de pouvoir repousser. Donc Atouda, ça veut dire futuriser, quoi. Ça vient de Atid. Futuriser son service militaire. En tant qu'Olé Khadash, on a le droit de repousser son service après sa licence. Encore faut-il être ayant droit là-dessus. Donc ça, avec chacun, il faudra vérifier si oui ou non c'est possible. Deuxièmement, il ne faut pas rater ses études parce qu'en cas de... sauf cas exceptionnel, Chas Veshalom, vraiment quelque chose de grave dans la famille, voilà, lo allez-nous. Mais sinon, si quelqu'un il rate son semestre, il est enrôlé directement. Donc il ne faut pas rater ses études. On ne demande pas forcément des résultats exceptionnels, mais on demande de passer les semestres comme il faut. Et donc valider sa licence en 3 ans si elle est en 3 ans, ou 4 ans si elle est en 4 ans. Et après quoi, on est enrôlé dans l'armée. Donc c'est ce qu'on appelle la Toudat Olim. Il y a un autre programme qui est un programme d'excellence ouvert aux Israéliens et pas que comment ça s'appelle pas qu'aux Olim Khadashim, ça s'appelle Atoudat Académie. Académie, c'est dire qu'il faut avoir des psychométriques dans tous les cas, même si c'est un domaine dans lequel on ne demande pas de psychométrique. On demande d'avoir un bon bac, voire un très bon bac. Après, il y a des accords qui sont faits entre les universités, les écoles et l'armée pour dire j'ai besoin d'un juriste, d'un économiste et d'un ingénieur dans 4 ans, dans 3 ans à l'armée. Donc, je fais un partenariat avec les écoles et ils ont un nombre de postes qui sont affectés pour ce parcours-là. Mais dans ce parcours-là, il faut réussir ces semestres, il faut les réussir très bien. D'abord être accepté, donc c'est une filière d'excellence israélienne, au sortir duquel on exerce dans l'armée, dans son domaine, et on s'engage à signer encore 2 ans à l'armée en plus. Voilà. Alors que dans le droit de Olim, on ne va pas forcément travailler dans son domaine. Voilà, c'est quand même un peu à savoir. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails parce que je pense que vous allez avoir une conférence sur l'armée, vous pourrez leur poser les questions, mais savoir quand même comment ça fonctionne. Voilà, il y a une sous-catégorie de Académie que je pourrais appeler Atoudat Handasai, comme vous voyez là. C'est la même chose que Académie, mais avec les fameuses Teudat Handasai dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'on fait ces 2 ans d'études de Handasai en accord avec l'armée. Après, on travaille en tant que Handasai dans l'armée, mais on doit signer 1 an derrière et pas 2 ans. C'est un peu plus court en termes d'engagement. Voilà. Après, c'est à réfléchir. Est-ce qu'on fait l'armée avant, après? Chacun avec d'abord en fonction de ses droits, parce que c'est pas toujours évident. Si vous êtes ayant droit à pouvoir faire Atoudat Olim, alors oui, est-ce que ça vaut le coup de le faire ou je fais mon service comme tout le monde à 18-19 ans et je verrai la suite. Il y a ses avantages et ses inconvénients dans les 2 cas.
Je vous laisse réfléchir. On peut réfléchir ensemble selon le profil de chacun dans des entretiens personnels avec plaisir. Et, et voilà, je terminerai sur un point. En général, je vous ai parlé pas mal de choses déjà pendant la présentation. Il y a juste un point, c'est le dernier dont je voulais parler, c'est le travail pendant les études. En Israël, en France, pardon, quand on fait un job étudiant, on travaille pour les études, malheureusement, on a un peu la casquette du cas social, quoi. J'aime pas dire ça, mais c'est vrai que souvent, ah oui, bon, pour les étudiants qui travaillent, c'est un peu des personnes qui sont mises un peu, pas de côté, mais catégorisées. En général, tu es étudiant, donc tu travailles pas. C'est un peu ça. En Israël, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'il existe de manière très formelle ce qu'on appelle des misra student. Donc, un travail étudiant à proprement parler, qui existe dans tous les domaines. Par exemple, si je vais faire du business, je vais faire de l'ingénierie, il y a une banque, une société d'assurance, une société carte bleue, une start-up, même à la Knesset et même dans des organismes publics, il y a ce qu'on appelle Misra Student, un job étudiant. Et donc, ça permet ensuite, selon le nombre d'heures qui est fixé, et on travaille en fait dans son domaine. Donc, globalement, on sort. En général, c'est des étudiants qui ne sont pas en première année. C'est à partir de la deuxième année qu'on fait des job students dans son domaine pour avoir quand même quelques notions. Deuxième et troisième année. Donc, on se retrouve avec des Israéliens qui sont habitués à ce genre de choses. Et ils sortent avec bac plus 3 et 2 ans d'expérience. Donc, ça n'existe pas le bac plus 3 plus 0, quoi. Et ça, c'est une grosse différence avec la France. Donc, dès que c'est possible de trouver un job étudiant dans son domaine, il faut le faire. Donc ça apprend à faire des entretiens, ça apprend aussi à faire un CV, ça apprend à postuler, ça apprend à trouver en même temps le monde du travail, de le connaître et commencer à se forger. C'est un peu le principe de l'alternance, sauf que c'est pas compris dans les études. Celui qui ne le fait pas, c'est pas qu'il valide pas son diplôme. Mais c'est important de se dire, voilà, il va falloir commencer à bosser. Alors évidemment, il y a des avantages pour les avantages fiscaux, ils payent moins d'impôts sur les jobs étudiants. L'étudiant, bon, il est payé au SMIC, je sais pas, 28, 29, 30 shekels de l'heure, mais il n'est pas obligé de faire un temps plein. Il a les heures, il est forcément mis à disposition, libéré, pardon, quand il a ses examens, ce genre de choses. Donc ça, c'est quand même important. Et donc, il y a une boîte qui t'intéresse, tu as envie de travailler chez Ahava, les produits de la mer Morte, tu vas chez eux sur le site et tu regardes dans les Drushim, dans ce qu'on appelle les recherches, les postes ouverts. Et il y a souvent Drushim Student. Et voilà. Et après, ça, je vous laisse aussi, il doit y avoir des sortes, que ce soit Kalita ou d'autres organismes qui vous aident au ministère d'Aklita à trouver à la recherche de l'emploi. Ils auront les liens qu'il faut. Dans ce cadre-là, les Michlalot sont des fois un peu plus avancées que les universités parce qu'elles ont souvent des partenariats d'entreprises. Donc ça, c'est aussi une question à poser pour les écoles. C'est ce que je voulais avancer par expérience. Ouais. En tout cas, il y a des Michlalot. Personnellement, moi, je suis à la Michlala de Kiryat Ono à Jérusalem et il y a beaucoup de Françaises là-bas. Mm-hmm. Ils s'occupent très bien des Françaises. Et je peux dire que j'ai vu, même pour les Israéliennes et pour les Françaises, en fait, ils sont en contact avec tous les ministères et en fait, ils accrochent, en tout cas avant le Zoom, ils accrochaient en fait toutes les misrotes, tous les emplois spéciaux étudiants et en partenariat avec la Michlala. Donc, je pense que c'est un point aussi qu'il faut savoir, de contacter aussi sa Michlala, quel que soit, je pense que ce n'est pas la seule. Qui ont des contacts dans les ministères et tout, parce que je sais que la plupart des étudiantes, en tout cas chez nous, ont des jobs étudiants dans les ministères à Jérusalem. Oui, exactement. C'est un des avantages, c'est le fait que ce soit des petites structures qui ont envie de faire leurs preuves depuis une vingtaine d'années à peu près pour les Michllalot. Elles ont envie de vraiment, comme une entreprise, exploser le marché. Elles ont envie de prendre un nom, de montrer que leurs étudiants y réussissent, qu'ils ont un bon nom, que leur formation, c'est pas parce que c'est pas l'université que on va dire que c'est pas bon. Et alors, c'est vrai qu'à leur début, les Michllalot, elles étaient un peu pointées du doigt. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Il y a une quinzaine d'années, on savait pas trop.
15-20 ans. Et puis aujourd'hui, ils ont fait leurs preuves et même les employeurs, ils sont moins réticents en voyant des jeunes qui sortent de Michelot avec des bonnes, avec justement ces lignes de Misraot Student qui font, enfin de job étudiants qui vont vous faire toute la différence parce que presque à diplôme égal, finalement, l'expérience va toujours jouer. Pour ceux qui sont entrepreneurs, ils savent très bien que l'expérience donne un savoir et un savoir-faire qui n'est pas seulement juste la théorie des choses qu'on a appris en cours. Et il ne faut pas oublier que les Israéliens, pour revenir sur ce sujet du travail, ils travaillent depuis qu'ils ont 12 ans, quoi. À 12 ans, ils gagnent 12 shekels de l'heure quand ils vont faire pour gagner un peu d'argent pour financer leur camp d'été ou leurs 3 jours à Pessah, etc. Ils n'ont pas peur du travail, hein. Ils peuvent ne pas dormir, ils vont se donner des pieds et des mains, mais enfin voilà, travailler, c'est la base de ce qui existe dans la culture israélienne. C'est juste que pendant l'armée, il y a une petite pause. Mais après, ils continuent à travailler évidemment pendant leurs études et évidemment, les études permettent ensuite d'acquérir un travail dans lequel ils vont être plus épanouis, etc. Mais ça n'empêche pas de construire sa famille. Sur des campus, il y a des crèches. Voilà, pour que vous compreniez un peu l'état d'esprit. Dans les universités aussi, on peut venir, il y a même des gens qui viennent avec leurs gosses en cours parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, construire sa vie de famille, c'est pas forcément après avoir fait ses études, quoi. Ça peut se faire en parallèle. Et voilà, contrairement à ce qui se fait beaucoup en France. Donc ça, c'était un point qui était important. Le reste, c'est des choses dont j'ai parlé pendant la présentation, donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, les masters, j'en ai parlé tout à l'heure. Et le travail, au sortir des études, soyez pas trop gourmand. Voilà. Faut monter tout doucement les échelons. C'est pas parce qu'on a eu un très bon diplôme qu'on va prétendre à un très bon salaire tout de suite parce que les employeurs, ils sont un peu frileux. Donc, ils vont essayer de voir. Et c'est ça la clé de la réussite dans le monde du travail. Vous commencez avec un petit salaire au début, c'est pas grave, pendant un an, vous êtes presque sous-payé, mais prenez ça comme un stage de fin d'études et à la fin, vous serez content parce que ça vous fait une ligne sur un CV dans une société israélienne et au contraire, ça vous ouvrira ça vous ouvrira les autres portes pour la suite, pouvoir apporter des prétentions salariales qui sont dignes du diplôme que vous avez. Mais souvent, au début, pour les postes de junior, c'est un peu vraiment presque sous-payé. Et malheureusement, on pourrait appeler ça la mauvaise fierté mal placée française fait que dire oh non, mais je vaux plus que ça. Alors, juste la première année, on revoit un peu à la baisse et ça sera aussi une clé de réussite pour l'insertion professionnelle après, quoi. Voilà, moi j'ai fini sur ce qui est les présentations Voilà, c'était peut-être un peu long, excusez-moi. S'il y a des questions, Gamliel, c'est Thierry. Ouais. Une question concernant les formations un peu plus manuelles. Ouais. Et moins académiques, comme par exemple on dirait les formations de pâtisserie, les formations de cuisine, les formations, je sais pas moi, d'ébénistes, des choses comme ça. Quels sont les processus qui existent en Israël pour ça? C'est ce que je parlais dans les formations professionnelles au début. Donc la première ligne, ce qu'on appelle les Archarot Miktoyot, donc des formations professionnelles. Il y a vraiment dans tous les domaines, il y a aussi bien dans la mécanique que dans la pâtisserie, que dans l'hôtellerie, que dans tous les métiers manuels, comme tu l'as dit, la plomberie, il y a tout, quoi. C'est vrai que j'ai parlé d'informatique, de coiffure et d'agents immobiliers, mais voilà, c'est vraiment, ça brasse tous les domaines. Voilà, après ça, il y a plusieurs instituts. Les formations professionnelles sont aussi se font dans des mirklalot en général. Mais c'est des écoles c'est des écoles supérieures, mais de formation professionnelle. En France, je ne sais plus comment ça s'appelle, des centres de formation professionnelle, des choses comme ça. Voilà. Qui ont aussi des partenaires. Voilà. Vous avez d'autres questions? Non? Non, merci, c'était très clair. Franchement, c'était très clair. On a suivi toute la Miss Guérette. C'était très, très bien, franchement. Bon, merci. Avec plaisir.
Une petite question, Ouais. peut-être que c'est aucun rapport, mais est-ce qu'il y aurait, par exemple, si des élèves, enfin, ou des jeunes filles, des jeunes garçons sont intéressés, mais ils ne savent pas exactement quoi faire, quelle filière, etc. Ouais. Il y a un moyen, et bon, en général, les conseils d'orientation, bah, c'est ceux des Mirlalot, donc ils parlent hébreu en général. Est-ce Mhm. qu'il y a un service français pour un Bah oui, Olé chez nous. être conseillé? Alors, Ouais. c'est pour ça Ouais, que je c'est ne ça. savais pas s'il y avait un Non, mais rapport. c'est bien de poser la question. Effectivement, soit on sait qu'on veut étudier un domaine, soit on ne sait pas trop, ou on hésite entre deux. Donc, dans ces cas-là, on peut déjà avoir une première discussion. Après, il y a des vrais examens on peut appeler ça un bilan de compétences, ça s'appelle le MIFRAN-TIL. C'est un examen de psychotechnique qui permet de dresser un profil de personne et des domaines qui, a priori, l'attirent. Et ensuite, en fonction de ce domaine-là, on a la possibilité de trouver, a priori, ce qui sort du profiling quoi, de la personne et de lui proposer donc des études qui correspondaient ou des domaines qui lui correspondent. Et après, en discussion, on arrive à affiner les choses parce que, en gros, ça définit des compétences, ça définit un caractère, on va dire au sens large, ouais, des traits de caractère, et ça définit la troisième partie des domaines qui plaisent. Donc, si quelqu'un, par exemple, je sais pas, il n'est pas du tout disposé à faire des études longues, mais c'est quelqu'un qui est très persévérant et il est attiré par l'informatique, ben, je vais peut-être pas lui dire de faire des études d'ingénieur informatique. Par contre, je vais peut-être l'envoyer faire ou Teuda Tandasai en informatique ou une formation professionnelle dans un ou deux langages en informatique pour que ça soit dans son domaine. Et on sait que c'est des choses qui vont. Enfin, je donne schématiquement, vraiment, c'est du court-circuit, mais pour donner un peu les manières de réaliser les choses. On a aussi en interne une conseillère qui s'appelle Hagid, vous l'avez peut-être vu sur la présentation du film. Elle a une formation, enfin, elle fait passer des tests elle-même, quoi. Elle a une formation à elle, je ne sais plus de quel institut, mais bon, elle a été formée à faire des bilans de compétences au niveau professionnel qu'elle a adapté au niveau des études. Et donc, il y a des jeunes qui passent directement par elle, qui est une des conseillères du CNEF, ou alors par le Mifrantil qu'on peut passer à Calita et ensuite qu'on débriefe ensemble avec nous-mêmes, enfin, moi et d'autres conseillers au CNEF, quoi. Voilà. Super. Donc, en fait, pour résumer, si on a quelqu'un qui est en fin de chez Route Léomi, en fin d'armée et qui donc doit commencer à choisir des études, etc., je peux leur dire allez voir Gabriel, allez voir Sam, le CNEF. Il Exactement. s'occupe il s'occupe Ouais, de tout du début à la fin. ouais, Tu voilà. peux, tu peux pas, tu Tu dois. dois. J'allais dire. Voilà, c'est ça. C'est que, ouais, c'est un peu pas, ouais. Après, je sais que l'armée propose aussi, ils ont Knafaim, ils ont des Keren, comment ça s'appelle? Keren Echaim Meshucharim. Ça n'empêche pas de le faire aussi, mais ils vont le faire en hébreu. Ça donne une certaine. Ça peut compléter. Donc, c'est bien d'en faire en hébreu. Quand on leur propose des bilans comme ça, qui sont en général avec un bilan, un suivi des entretiens, enfin, sur la valeur du marché, c'est quand même des trucs à 1000, 2000 shekels, des bilans de compétences. Donc, si l'armée vous en propose, que Baruch Hashem, le CNEF peut vous en proposer, ben voilà, je veux dire, utilisez-les. Bon, quand quelqu'un il sait ce qu'il veut faire, pas de problème, mais ça n'empêche pas de multiplier les choses. En général, ça va corroborer, mais on n'a pas toujours les mêmes méthodes pour arriver aux conclusions. Donc, ouais, envoyez-les nous. C'est pas qu'on manque de travail, hein, au contraire, mais on veut pas, on voudrait que, oui, les jeunes soient en contact forcément avec le CNEF. Il y a déjà des milliers de personnes qui sont sur notre page Facebook et qui nous suivent et sur Insta et tout ce qu'on veut. Mais parfois, justement, la population des jeunes qui ne sont pas arrivés après 18 ans, qui sont arrivés avant 18 ans, ben, on les rate un peu. On ne les a pas toujours, donc voilà, c'est l'occasion de faire suivre le message via vous. Simplement. Alors, autre question. Ah, ouais. Alors, autre question. Ça, c'est par expérience. J'ai vu, et je ne sais pas s'il y a une réponse à ça. Quand des Olim Hadashim, enfin, ou des Olot Hadashot viennent, des étudiants
arrivent, et par exemple, moi je prends l'exemple que j'ai vu personnellement, quand ils arrivent à la Mikhlala, ils arrivent et ils sont un peu perdus en fait, parce que je ne sais pas si c'est le cas de toutes les Mikhlalot, etc. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui commence à se battre pour eux à l'intérieur, que ça soit la représentante de la classe ou quelque chose comme ça, elles sont complètement perdues parce qu'en fait, elles ont besoin, elles sont en l'autre d'achat, donc c'est comme les élèves qui sont en troisième, quatrième ou terminale qui ont besoin de cours de soutien ou de choses comme ça, ou d'aide pour préparer les contrôles. Et ça, effectivement, il n'y a pas toujours une réponse spéciale au LIM. Est-ce que le CNEF a une réponse à ça? Alors, je dirais oui, parce que c'est vrai que c'est un pôle dont je n'ai pas parlé au début de la présentation du CNEF, mais il faut quand même que vous sachiez qu'en sous-marin, ou en tout cas en moins visible, le travail du CNEF, c'est quand même de tisser des liens avec toutes les Mirklalot, ou une majorité, de tisser les liens avec les universités, avec la Knesset, avec les organismes gouvernementaux, enfin, ou les mairies, les projectorimes, d'avoir tout ce tissu associatif et non associatif, enfin, gouvernemental et non gouvernemental, et surtout académique, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans cette sphère-là. Et on essaye, dans la mesure du possible, oui, de défendre le droit des Olim, francophones entre autres, mais au sens large, dans les universités et dans les instituts supérieurs. Donc, ils peuvent toujours nous écrire, nous dire on a eu tel problème. D'abord, souvent des fois, enfin, pour les pniotes qu'on a déjà eu chez nous, avec un coup de fil, ça s'est réglé parce qu'on connaît quelqu'un à l'intérieur, on leur explique le problème clairement. Parfois, c'est un manque d'explication, de savoir bien exposer le problème auprès de l'administration, par exemple, pour faire valoir ses chiours et Ezer, enfin les heures de soutien qu'on peut avoir, ou d'avoir le tiers-temps, enfin plein de choses comme ça. Donc oui, nous, on peut agir en interne d'une part. Et le deuxième point, c'est si jamais c'est un sujet qui revient de manière récurrente, par exemple le sujet du niveau d'hébreu qu'on avait eu il y a quelques années, ça s'était monté jusqu'à la Knesset. On était obligé de faire des vaadot, essayer de changer des lois parce que ce n'était pas un problème dans un endroit, c'était un problème récurrent dans 10 endroits différents en Israël. Donc voilà, il faut nous remonter les problèmes étudiants, oui, on est la bonne porte, et après on saura peut-être vers qui les tourner, soit directement dans l'institut et régler le problème en interne, soit avec d'autres acteurs qui pourront peut-être nous aider à appuyer la question ou trouver les bons contacts, quoi. En général, on arrive à régler ces soucis-là, quoi. Juste, je rajoute à ce que Gamliel dit, c'est-à-dire on a aussi des antennes dans pas mal d'universités de Mirklalot qui, eux, nous remontent aussi les sujets. Donc, les étudiants aussi doivent être en contact avec nos responsables sur les universités. Aujourd'hui, celle qui coordonne tout ça s'appelle Chirel. Bon, vu la situation, il n'y a pas de vie vraiment dans le campus et tout, mais le plus important, c'est de faire remonter tous ces sujets. Pendant que je vous parle, je suis aussi en WhatsApp avec un des problèmes qu'on traite en ce moment, depuis quelques mois, qui est le temps supplémentaire qui avait été un peu enlevé aux gens du Ternion. Et là, ça commence à bouger. C'est un combat depuis 6 mois. Et là, sauf ce soir, on vient d'avoir une lettre du Ternion et on a, avec toutes les forces en présence, fait bouger les choses. Donc c'est important, voilà, qu'on puisse, que tous les gens qui soient là, que ce soit les parents, les étudiants, les responsables comme toi, Tal, nous fassent remonter les choses. Et au Hachem, quoi, on a pas mal d'entrées, c'est pas le sujet de ce soir, mais que ce soit au niveau de faire bouger les choses et au niveau des universités, des institutions, de la Knesset, de l'Institut des examens, voilà. Donc c'est important qu'on sache aussi, parce que des fois, il y a des choses qui peuvent passer à côté. Bon, après, on n'a pas 100% de succès et de réussite, il ne faut pas non plus, mais en tout cas qu'on soit au courant, oui, on est la bonne porte, quoi, dans tous les cas. Voilà. S'il y a d'autres
En tout cas, j'enverrai les coordonnées du CNEV. Là, je les écris sur le chat, juste le mail parce que je ne connais pas par cœur le numéro de téléphone du WhatsApp du CNEF, mais je vais l'envoyer à Talora tout à l'heure ou demain. Elle pourra vous le faire suivre. En tout cas, vous pouvez même sur notre site internet vous laisser vos coordonnées, on vous rappellera, on vous recontactera s'il y a besoin. C'est cnef.org, je vais l'écrire ici aussi, comme ça vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et il y a pas encore, il est un peu récent le site, donc il n'est pas 100% alimenté, mis à jour, mais voilà, vous pouvez laisser vos coordonnées aussi et s'il y a besoin, on vous recontacte pour des entretiens personnalisés notamment, dont je vous parlais au début. Et voilà. On va s'arrêter. Et même Salomé est toujours, comme on avait fait la première conférence avec Salomé, elle est toujours à votre écoute. S'il y a encore des gens qui ont d'autres renseignements, d'autres choses à faire, d'autres questions sur le Shirut Leumi, elle est là pour vous, quoi. Donc vous pouvez aussi la contacter.